Donc, pour aujourd'hui, je vous avais demandé de regarder une activité qui s'appelait l'atome de néon, onde ou particule. Donc, ça s'inscrivait dans le chapitre de mécanique quantique. Alors, on va directement passer à l'étude des documents et puis aux questions. Cette activité était bien parce qu'elle permettait de faire aussi des révisions de mécanique classique. Alors, la question A nous demandait d'examiner la situation du document 1 et d'en déduire la valeur de l'accélération de l'atome, de la valeur de la vitesse de l'atome en fonction du temps et de l'expression de sa coordonnée y en fonction du temps. Alors ça, vous allez m'aider. On va prendre le dispositif. Donc, je vais rappeler un peu. Voilà, c'est parfait. C'est parfait. Donc, il existe des choses en physique qu'on appelle les pièges d'atomes. Donc, vous imaginez que comme c'est écrit dans le document, c'est un peu compliqué comme dispositif. Là, on a juste un atome qui est isolé. On arrive à faire en sorte quasiment le rendre immobile. Alors exactement immobile non, mais quasiment. Et ça, c'est possible en baissant la température jusqu'à, vous avez vu, 2,5 millikelvin, c'est-à-dire 2,5 millièmes de degré au-dessus du zéro absolu. Sachant que le zéro absolu, il n'est pas possible à atteindre en termes de physique. Donc, vous voyez, vous avez une température très très basse. Et c'est une expérience qui n'a pas été faite du temps de Broglie, puisque c'est une expérience qui date de 1992. Alors pour vous, c'est vieux, hein, vous n'étiez pas né, mais finalement, c'est pas si vieux que ça en termes de physique. Et donc, on faisait tomber un atome de cette longueur L, et voilà. Ce qu'on nous demande ici, je vous rappelle la question A, c'est l'accélération, la vitesse et la position. Donc, on est revenu à un exercice de mécanique classique. Alors, on va faire comme on a fait au second trimestre. Quel système qu'on va étudier? L'atome de néon. Ouais. Donc, on étudie un atome de néon. Quel est le référentiel? Galiléen, terrestre. Alors voilà, Terrestre, ouais. on dit ce que c'est comme référentiel et après on dit supposé galiléen. Oui, alors là, le référentiel du laboratoire, c'est-à-dire le référentiel terrestre, on suppose que le laboratoire, il n'est pas. On suppose qu'il est sur la Terre, qu'il n'est pas dans l'espace. Et là, on dit supposé galiléen. D'accord? Donc, ça, c'est aussi un bien de cette activité qui commence par des révisions. Donc, quand vous faites un exercice de mécanique, vous ne mettez pas référentiel galiléen. Vous mettez référentiel, vous dites ce que c'est, terrestre. Voilà. Et après, vous dites supposé galiléen. En fait, galiléen, c'est un adjectif qui nous dit qu'on a le droit d'appliquer la deuxième loi de Newton. Alors, quelles sont les forces qui vont s'exercer sur l'atome de néon? La gravité. Oui, alors quel est le nom qu'on donne à la force correspondante? Mon poids, ouais. Le poids? Oui. Est-ce qu'il y a autre chose? Bah non. Bah non, parce que là, on est dans le vide. Et en chute libre, oui. Exactement. C'est ce qu'on dit quand un corps ou un système est soumis que à son poids, on dit qu'il est en chute libre. Donc du coup, on est revenu à ce que vous connaissez depuis longtemps. Somme des forces est égale à, ça c'est la deuxième loi de Newton. M fois Ouais. A. AG? Non, AG. M fois A. Alors si vous voulez, on peut C'est mettre égal à MG aussi. on peut mettre un petit G ici. C'est pas obligatoire, puisque là, on va supposer que quand on travaille avec des particules, celle-ci, elle est ponctuelle. On ne va pas considérer que la particule, c'est une sphère ou un truc comme ça. On va juste supposer que c'est un point. Donc, on ne sera pas obligé d'écrire le G du centre d'inertie par la suite. Et oui, j'ai entendu effectivement que, du coup, comme c'est le poids ici, on va avoir MA égale MG. Et donc, ça m'indiquera. G égale A. Voilà. Donc ça, c'est l'expression vectorielle de l'accélération. On nous donne les noms des coordonnées. On nous dit que la coordonnée, en tout cas, on nous dit que la coordonnée Y, c'est un axe vertical. Il faut bien regarder l'énoncé, hein, parce qu'en fait, il faut s'adapter.
Donc là, on nous dit, juste avant la question A, qu'on étudie le mouvement dans un repère d'axe OY vertical, mais attention, orienté vers le bas. Donc orienté vers le bas, et on prend l'origine des dates. Oui, c'est ça. L'instant où l'atome amorce sa chute avec une vitesse initiale nulle. Alors voilà, on a toutes les données ici. Est-ce qu'on nous dit, on étudie son mouvement dans un repère d'axe OY? Oui, bah, O c'est là, donc. Donc, on va tracer notre axe, comme ça. Donc voilà notre axe. Il n'est pas très bien dessiné, c'est pas très grave. Alors, si on projette l'accélération suivant cet axe, qu'est-ce qu'on obtient? Bien sûr, à partir d'un vecteur, on G. passe. A est égal à G, oui. Ouais. Donc la seule projection qui donne autre chose que 0, ça va être suivant l'axe Y. Vous avez compris, hein, dans cet exercice, on ne nous parle pas d'axe X comme ça, et puis d'axe Z comme ça, par exemple. On pourrait avoir un axe X comme ça, un axe Z comme ça. Bon. Mais là, l'accélération, elle va être suivant Y. Il n'y a pas de vitesse initiale, donc le mouvement sera suivant OY aussi. Et donc, on peut travailler avec une seule coordonnée. D'accord? Alors, c'est ce qu'on va faire pour la suite. Alors, on peut l'appeler AZ. AY, excusez-moi. On peut l'appeler AY. Et elle est donc égale à plus G ou moins G? Plus G. Plus. Alors, je mets le plus pour dire qu'on a réfléchi. Plus G parce que l'axe est orienté vers le bas. Ensuite, alors ça, je ne vais pas l'écrire parce que c'est long d'écrire avec la souris, mais par intégration, que va donner la vitesse suivant l'axe Y, OY? GT. OK. Plus Alors, une constante, oui. alors, plus une constante d'intégration. Qu'est-ce qu'elle vaut la constante? 0. 0, ouais, puisque la vitesse initiale est nulle. Voilà. On pourrait mettre ici V0, mais elle est égale à 0 dans cette expérience. Et on va intégrer encore à nouveau, et donc on trouve Y est égal à... Alors ça fait quoi pour Y? Bah, 1 demi de GT carré, Ouais. plus une constante. Et la constante vaut Bah, 0, puisqu'on est à l'origine du repère. 0, puisqu'on va commencer le mouvement à l'origine du repère. Donc voilà, finalement je vais encadrer ce qu'on va retenir, les équations du mouvement pour cet atome de néon. Alors, ce qu'on appelle en général les équations du mouvement, c'est plutôt celles des coordonnées, c'est-à-dire celles que je suis en train d'encadrer, celles pour Y. Mais voilà, en tout cas, j'ai encadré ici les trois relations importantes. Alors, avec ça, eh bien, on a répondu à la question A. La question B était calculer numériquement la durée au bout de laquelle il atteint la double fente et en déduire celle de la vitesse à laquelle il atteint la double fente. Donc, nous, on sait qu'il va parcourir la distance L. Voilà, ça c'est L. Qui nous est donnée, puisque L vaut 76 mm. Alors, je vous écoute. Comment vous pouvez faire pour avoir eh bien, l'expression de la durée et sa valeur, et aussi la vitesse? Il suffit d'exploiter ce qu'on vient de faire, non? Par rapport à Y, Ouais. Alors, je vous écoute. 2Y égale à GT carré. Donc T égale à racine carrée de Y sur... non, 2Y sur G. Ok, alors on va prendre cette équation-là. Je vais mettre une petite étoile. Dans cette petite étoile, pour rappeler cette équation-là, parce que je vais écrire en haut à gauche maintenant. Donc cette équation-là va nous permettre d'abord d'isoler T. Donc effectivement, on peut dire que 2y est égal à gt carré. Après, on isole t carré, qui est donc égal à 2y sur g. Et ensuite, eh bien, on enlève le carré en passant à la racine. Donc là, j'écris directement le résultat. Je n'écris pas toutes les étapes intermédiaires.
Donc, et ça, c'est la petite étoile pour nous dire quelle équation j'ai utilisée. Donc, t est égal à la racine carrée de 2L, enfin, pour l'instant, 2y sur g. Est-ce que quelqu'un a fait l'application numérique? Moi, j'ai trouvé 120 Ouais. millisecondes. 0,12 secondes, ouais. D'accord. Oui, Donc, 120 millisecondes, oui, c'est ça. en fait, nous Ouais, allons ouais. remplacer y par n. Il faudra faire attention, 76 c'est des millimètres, donc il faudra faire 76 fois 10 puissance moins 3. Et numériquement, on voit que l'atome il est arrivé au niveau de la fente en... ce qu'on va faire, c'est que moi j'ai trouvé 0,125. Est-ce que c'est judicieux? Non, parce qu'il faut deux chiffres significatifs. Donc si on a 0,125, on arrondit ça à 0,13, non? Ensuite, comment on fait pour avoir la vitesse? Ben, on prend l'expression de la vitesse, gt. Ouais. Donc là, on n'est pas obligé de faire. On peut écrire que v est égal à g fois t, puis après remplacer t par racine de 2y sur g. Mais comme on a déjà fait l'application numérique, je suppose que là, donc, je vais mettre 2 étoiles, dire quelle équation j'utilise. Voilà. Et donc on a vy qui est égal à g fois t. Avec le t qu'on vient juste de trouver. Moi, j'ai trouvé 1,2 mètres par seconde. Est-ce que vous trouvez ça? Ou 1,22 si vous avez pris deux chiffres significatifs. Moi, je trouvais ça, oui. Ouais, 22. 1,18. À 18, ok, donc on arrondit à deux chiffres significatifs. Bon, on voit que c'est une vitesse relativement faible, mais après tout, on a juste un objet qui vient de tomber d'une hauteur qui fait 76 mm, c'est-à-dire 7 cm,6, c'est pas beaucoup. Et rappelez-vous, en chute libre, quelle que soit la masse, de toute façon, les objets tombent avec la même vitesse. Donc on aurait pu prendre une boule de pétanque, ça ne serait pas aller plus vite. Donc, voilà. Ensuite, vous avez une question C que je vais lire, plutôt que de la projeter, comme ça permettra de continuer à avoir le document sous les yeux. Tous les atomes de néon ne partent pas exactement de la même position, autrement dit, la source n'est pas ponctuelle. Donc, comme les atomes ne sont pas exactement immobilisés, ça veut dire qu'ils peuvent un peu bouger. Ça veut dire qu'en grossissant la figure, eh bien, ils peuvent aussi partir de cette position-là, évidemment. C'est énormément. C'est pas du tout à l'échelle, hein, évidemment. Hein. Même si les fentes sont très 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 fines, là, l'atome, il est énorme par rapport aux fentes. Donc, c'est pas du tout à l'échelle. Mais pour illustrer ce que veut dire l'énoncé, en fait, ils partent tous de la même altitude, mais il y a une certaine manœuvre, il y a un certain jeu, entre guillemets. Et on peut par contre supposer qu'ils ont tous un mouvement vertical. C'est-à-dire qu'ils partent tous avec une vitesse initiale nulle. Donc, si on applique la mécanique newtonienne jusqu'à la fin du mouvement de l'atome, que prévoit-on d'observer sur un écran de détection suite à la chute d'un grand nombre d'atomes? On pourra illustrer cette prévision par un schéma. Bon, nous, on va juste compléter le schéma. Qu'est-ce qu'on devrait avoir normalement? Deux franges. Ouais. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que vous allez avoir les atomes qui vont passer par la fente de gauche ici, qui vont faire un tas. Un peu comme si on jetait des grains de sable, en fait. D'accord? Si vous faites couler du sable sur cette fente, vous allez avoir bien, les atomes qui sont passés par la fente de gauche. Bon, c'est un petit peu comme, vous l'avez revu, le film Dr Quantum, là, que j'avais remis dans la vidéo. Si vous n'avez pas revu la vidéo, je l'ai agrémenté de 2-3 trucs, y compris une expérience, pour ceux qui n'ont pas revu cette vidéo que j'avais fait quand on avait fait ce cours de mécanique quantique. J'ai agrémenté la vidéo d'une expérience où on voit en temps réel bien, les impacts. Alors là, ce ne sont pas des atomes de néon, mais ce sont des électrons. On voit les impacts des électrons qui arrivent au fur et à mesure sur l'écran. Donc c'est intéressant. Pour l'instant, j'en suis au cas de la mécanique classique. Le deuxième choix, c'est que l'atome tombe
dans la deuxième fente. Et donc, on devrait avoir un deuxième tas comme ça. Donc voilà, voilà ce qu'on devrait avoir si, c'était la mécanique classique qui s'appliquait. C'est bon, il n'y a pas de questions jusqu'à présent? Non? Non. Alors, deuxième partie, eh bien, on peut faire des prévisions, mais après, il faut toujours valider ça ou comparer par rapport aux vrais résultats expérimentaux. Donc, étudier les documents 1 à 3. Donc, le document 1, c'est fait, pour répondre aux questions qui suivent. Notez les différences entre vos prévisions, ce qu'on vient juste de faire, et les résultats effectivement obtenus. Puis, sans faire de calcul, montrer que cette expérience valide l'hypothèse de De Broglie sur les ondes de matière. Donc, qu'est-ce qu'on observe et est-ce que c'est en accord avec ce qu'on avait prévu? Bah non pour la deuxième. Oui, alors Donc non, pourquoi? c'est pas en accord avec ce qu'on prévoyait. Oui, parce que qu'est-ce qu'on voit? Bah, 3 franges et puis il y en a un aussi sur les côtés. Interférence. Voilà, c'est ça. On a, au lieu de voir 2 franges ou 2 lignes, si la mécanique classique s'appliquait, là on voit bien. Alors, c'est pas aussi net que si vous faites une expérience avec un laser. Là, vous faites une expérience avec des atomes de néon, donc c'est quand même pas pareil, mais on voit quand même qu'on n'a pas du tout le modèle attendu qui était de 2 lignes, puisqu'on voit bien apparaître 3 lignes, d'accord? On voit bien apparaître 3 lignes. On voit même apparaître, on devine ici une quatrième de ce côté-là, et de l'autre côté, c'est moins évident. C'est-à-dire sur le côté gauche, on a un peu du mal à discerner ce que c'est. Donc, si prenez le temps de revoir l'ancienne vidéo, enfin la dernière vidéo que j'avais faite en physique, avec la chose que j'ai rajoutée. Si cette expérience-là, vous la réalisez avec un nombre d'atomes insuffisant, vous n'allez pas voir ce motif. Vous allez avoir les atomes de néon qui se distribuent de façon aléatoire. C'est en prenant un grand nombre d'atomes de néon qui va nous permettre d'avoir cette figure d'interférence observée. Donc, on a une figure d'interférence observée. Donc, ce n'est pas en accord avec la mécanique classique. Et je reprends la question B. Eh bien, montrer que cette expérience valide l'hypothèse de De Broglie, ça valide l'hypothèse de De Broglie, puisque lui, il avait supposé que des particules, comme ici, là, des atomes de néon, pouvaient se comporter comme des ondes. Et là, on observe une figure d'interférence. Donc là, on a une figure d'interférence. Et les interférences, c'est un phénomène qui est propre aux ondes. Donc, interférence, c'est un phénomène ondulatoire. D'accord? Mais ça change pas de comportement selon si on observe ou pas aussi? Ça, j'avais pas compris. Oui, parce que du coup, on a ni une onde ni une particule, mais les deux en même temps. Donc souvent, on parle de quanton. Et la physique quantique, en fait, elle est statistique. Et donc, c'est pas du tout intuitif. Donc c'est pour ça qu'on ne l'explique pas, en fait. On ne l'explique pas, mais on le constate. OK? Ouais. On ne l'explique pas, mais on le constate. Si on interfère dans l'expérience, je vais revenir si on interfère dans l'expérience, donc rappelez-vous du dessin animé qu'on a vu là, c'est-à-dire que si on met un détecteur pour savoir en fait si l'atome de néon est passé dans la fente de gauche ou dans la fente de droite, eh bien on ne va plus avoir ce phénomène. Donc ça c'est un phénomène très étonnant, mais il faut laisser entre guillemets le doute et on ne saura pas si l'atome est en fait passé par la gauche ou par la droite, puisqu'en fait ça fait comme si c'était dédoublé quelque part quand il est devenu quanton. Ouais. Okay. D'accord? C'est compliqué, hein? C'est compliqué, c'est pas du tout intuitif. Alors, OK. Donc, là, après, nous avions une troisième partie. Voilà, donc ça c'était bon, juste pour le document 3, un petit rappel de la formule, lambda égale à H sur P.
Mais cette formule-là, vous devez la connaître dans ce chapitre. C'est la seule formule du chapitre à connaître d'ailleurs. Alors, on va faire quelque chose qu'on avait fait déjà dans le cours, c'est-à-dire qu'on va s'amuser à utiliser la formule de Broglie, qui est donc lambda est égal à h sur p, avec h la constante de Planck et p la quantité de mouvement de la particule. On l'a déjà fait une fois. Hein. En cours, on l'avait fait aussi pour une balle de tennis. D'ailleurs, il y a encore une balle de tennis. Donc, on va aller assez rapidement sur ce truc. Vous allez juste me dire si vous avez fait les calculs, combien vous avez trouvé. Alors, si on applique la formule lambda égale h sur p pour la Lune, on nous donne la masse, on nous donne la vitesse. Sachant que p, quand on n'est pas à des vitesses relativistes, c'est mv. Parce qu'on peut faire intervenir en plus la relativité dans cette histoire. Et P n'est pas égal à mv en relativité, en fait. P, en relativité, il vaut gamma fois mv, le gamma qu'on a déjà vu. Bon, mais là, en terminale, on ne mélange pas les deux. Soit on utilise les résultats de la mécanique quantique, soit on utilise, dans le chapitre précédent, les résultats de la relativité restreinte, mais on ne fait pas des exercices où il y a les deux en même temps. Ça serait un peu compliqué. Tout ça pour dire que pour la Lune, vous trouvez combien du coup? Si vous l'avez fait. Il y en a qui ont fait l'application numérique? Ouais, moi j'ai trouvé 9,5 fois 10 puissance moins 60 mètres. Ouais, moi aussi. 10 puissance moins combien? 60. Moi, j'ai trouvé moins 59. Alors, Ah. on va garder un chiffre significatif. Alors, ce que vous m'avez dit, est-ce que vous pouvez... Oui, du coup, ça fait 1 fois 10 puissance moins 59, si on Voilà. garde un chiffre significatif. Exactement. Donc, on a 1 fois 10 puissance moins 59. En quelle unité? Mètre. Ouais, en mètre. Mètre. D'accord. Donc, on a un nombre très très petit. On va revenir là-dessus après. Pour l'instant, on va se contenter de donner les résultats. Ensuite, pour la balle de tennis, les 200 km/h, il fallait les convertir en mètres par seconde. Donc, et après, utiliser la masse elle-même convertie en kilogrammes. On va directement donner le résultat. On ne va pas donner le détail. Vous avez trouvé combien pour ce qu'on cherchait? 10 moins 34. Ok, donc là, on peut donner deux chiffres, par contre, c'est indicatif. Donc, le deuxième chiffre, c'est 2 également. Donc, ça fait 2,2 fois 10 puissance moins 34, exactement. Ensuite, on s'intéressait à un grain de poussière dans l'air qui avait une vitesse de 1 mm par seconde. Alors là, vous avez trouvé combien? 7 fois 10 puissance moins 16. Très bien. Ah, moi, je trouve moins 15. Donc 7 fois 10 puissance moins 16. Et enfin, ce qui nous intéresse pour cette expérience, notre atome de néon lorsqu'il a atteint la valeur de la double fente. Donc la vitesse, évidemment, elle a été laissée en blanc parce que c'était un calcul qu'il fallait faire avant. 1,2. Exactement, on avait trouvé 1,2 mètres par seconde. Et là, si vous faites lambda, vous trouvez 1,6 fois 10 moins 8. Ouais, moins 8. Ouais, ça. On est d'accord. Donc la question B nous disait, finalement, pour évaluer l'importance du caractère ondulatoire d'un objet, on peut comparer sa longueur d'onde de De Broglie à une dimension caractéristique de l'objet ou de son environnement. Montrer que les calculs indiquent que la théorie quantique n'apporte rien, c'est-à-dire qu'elle est inadaptée, à l'étude des 3 premiers cas cités. Alors, on a déjà vu ça quand on avait fait la section de cours. Effectivement, si on calcule lambda pour la Lune, on va trouver quelque chose qui est de l'ordre de 10 puissance moins 59 mètres. Il n'y a rien qui existe avec cette dimension-là, puisque, je vous rappelle, la dimension des particules qu'on peut trouver donc, dans un atome comme un proton, un neutron, ou même un électron, a comme ordre de grandeur dans les 10-15. Et de toute façon, la longueur d'onde lambda, il va falloir la comparer avec l'objet lui-même ou son environnement, comme vous dit. Bon, la Lune, c'est un corps céleste, donc ça n'a rien à voir donc, avec cet ordre de grandeur-là. On n'aura jamais des cas où la Lune se comportera comme une onde.
De même pour une balle de tennis. Ici, on a 10 puissance moins 34. Il n'y a rien qui n'existe avec une dimension telle. Ici, on obtient quelque chose de l'ordre de 10 moins 16 mètres. Ça, si on parlait non pas d'un grain de poussière, mais si on parlait d'une particule, un neutron, un proton, là, on pourrait dire que oui. Là, on pourrait dire que oui, on a quelque chose du même ordre de grandeur. Sauf qu'un grain de poussière, ça ne fait pas 10 puissance moins 16 mètres. Un grain de poussière, c'est de l'ordre du micromètre. Je ne sais pas, on va dire 10 puissance moins 6 à 10 puissance moins 9, si on parle de nanoparticules, par exemple. Voilà, ça dépend du type de poussière, de petites particules. Donc de 10 moins 6 à 10 moins 9, si on est large, puisqu'on n'a pas d'autres informations. En tout cas, on est bien loin des 10 puissance moins 16, donc ce n'est pas non plus un cas où il va être intéressant de considérer l'objet comme une onde. Et enfin, on arrive à la question C, à propos de l'atome de néon. Alors, justifier que la mécanique de Newton permet bien de déterminer la vitesse à laquelle l'atome atteint la double fente, et que la prise en compte du caractère ondulatoire de l'atome est nécessaire si l'on veut rendre compte de son comportement après la double fente. Est-ce que vous avez compris cette double question-là? Pourquoi, finalement, la mécanique de Newton permet bien de déterminer la vitesse? On a trouvé 1,2 mètres par seconde. Donc là, effectivement, on a bien considéré qu'on avait déjà une particule et pas une onde. Et deuxièmement, on a bien utilisé la mécanique classique de Newton. Bon. Alors, c'est un peu plus délicat, puisqu'en fait, il faut comparer la longueur d'onde de Broglie qu'on vient de trouver, donc qui était 1,6 10 moins 8 mètres. Il faut la comparer soit à l'objet lui-même, soit à la dimension du système. Donc là, on va comparer les 1,6 10 puissance moins 8 mètres à quelle grandeur? Selon comment est formulée la question, À la distance double fente. à la distance de chute. Parce que là, je vous avais dit, il y a deux questions en une seule. La première question, c'est en gros, pourquoi on peut considérer que la mécanique de Newton fonctionne pour toute la phase de chute, en fait. Donc, il y a la phase de chute, et puis après, il y a la phase où il va y avoir la traversée de la double fente. D'accord? Donc, pendant toute la phase de chute, on a un atome de néon qui va faire une chute de 7,6 cm. D'accord? Et si on compare ça avec la longueur d'onde de Broglie qu'on a trouvée, 7,6 cm, c'est énormément plus grand que les 10 puissance moins 8 mètres, c'est-à-dire 7,6 cm. Bon, même si je l'arrondis à 10 cm, ça fait un ordre de grandeur de 10 moins 1 mètre. D'accord? Parce que 10 cm, l'ordre de grandeur, c'est la puissance de 10 la plus proche. D'accord? Donc environ. Ça, c'est la hauteur de chute. Lambda, son ordre de grandeur, on a trouvé 1,6 10 moins 8. Donc son ordre de grandeur, c'est 10 moins 8. Donc ça veut dire qu'il y a 7 ordres de grandeur, c'est-à-dire 10 millions. Il y a 7 ordres de grandeur entre L et lambda. Donc on voit bien que si on compare cette longueur d'onde de Broglie par rapport à la hauteur de chute, on a deux valeurs qui sont complètement différentes, 7 ordres de grandeur de différence, et donc on peut dire que vraiment, là, l'atome de néon, pendant la chute, on le considère comme une particule toute simple. La deuxième partie de la question, et ça va permettre de rendre compte de son comportement après la double fente. Pourquoi est-ce que quand il passe la fente, il se comporte non plus comme une particule, mais il va se comporter comme une onde? Bon, on pourrait dire, parce que expérimentalement, déjà, on n'a pas 2 lignes, mais on a 3 ou 4 lignes. Comment on peut l'expliquer avec sa théorie de Broglie? On va dire que au moment où il passe la double fente, les deux fentes, elles sont séparées d'une valeur qui vaut 6 micromètres. Alors 6 micromètres, ça fait un ordre de grandeur qui vaut combien ça? Alors micro, c'est 10 moins 6.
Donc, on va arrondir ça à 10 puissance moins 5 pour l'ordre de grandeur. Voilà. Et maintenant, si vous voulez comparer ça avec la longueur d'onde de Broglie, eh bien on se retrouve à comparer 10 puissance moins 8 et 10 puissance moins 5. Alors, on va dire, bah, lambda, il est quand même encore très petit hein, par rapport à 10 moins 5. Parce que là, on a 3 ordres de grandeur, donc ça fait quand même encore 1000 fois plus petit. Mais, et ça c'est l'expérience qui tranche, on voit que ça suffit quand même pour commencer à parler d'onde. C'est-à-dire que même si lambda, il est 1000 fois plus petit que eh bien, la taille des fentes elles-mêmes, on commence tout juste à avoir un phénomène ondulatoire. C'est-à-dire que si on avait réussi à faire l'expérience avec un lambda eh bien, un peu plus grand, on va dire, avec un lambda un peu plus grand, on aurait eu un phénomène d'interférence encore plus net. Mais là, on est à 3 ordres de grandeur, on est quand même pas tout à fait avec la même valeur que A, mais on se retrouve avec un début de phénomène ondulatoire. Voilà, vous avez compris l'idée? Mais c'est un peu aléatoire, non, quand même? Parce qu'on ne sait pas vraiment quelle grandeur choisir. Oui, c'est ça. C'est pas facile, c'est pas que c'est aléatoire, mais on ne sait pas toujours bien avec quelle valeur comparer la valeur Lambda, ouais. de lambda qu'on a trouvé. Donc oui, c'est pas si facile que ça. Donc en général, dans les exercices, on sera un petit peu plus directif, c'est-à-dire qu'on nous demandera de comparer la valeur de Ouais. lambda qu'on a trouvée avec telle ou telle valeur. D'accord? Donc en tout cas, ça nous permet de voir que même avec 3 ordres de grandeur de différence, eh bien, on peut commencer quand même à parler de phénomènes ondulatoires. Alors on aurait pu vous poser d'autres questions à propos de ce document, puisque là, avec ici l'échelle, alors moi je ne vais pas le faire parce que c'est dans l'exercice du livre qu'on va corriger juste maintenant. Mais là, avec l'échelle, on aurait pu trouver la valeur de l'interfrange et on aurait pu comparer les résultats avec la valeur théorique de l'interfrange. Mais comme c'est exactement ce qu'on va voir dans l'exercice du livre que l'on va corriger maintenant, je ne vais pas le faire. C'est le 25, page 248. Alors là, on nous parlait d'une expérience qui a été faite en 1991, cette fois-ci. Donc finalement, pas si vieux que ça non plus. Et là, l'expérience se faisait avec des atomes d'hélium. Alors, on n'avait pas de schéma d'expérience, mais en gros, on faisait je vais le faire ici, on avait un dispositif qui nous permettait d'avoir un G d'hélium. Donc, G d'hélium, vous comprenez ça, bah, une propulsion d'atomes d'hélium, hein, voilà, qui arrivait, et bah, toujours un bon moyen de voir si on a un phénomène ondulatoire ou pas. On arrive encore sur ce phénomène, enfin sur ce dispositif, pardon, de Font-Young. Donc, on nous disait qu'il y avait une valeur de 64 cm entre l'émetteur des atomes d'hélium et la même distance, que je vais appeler petit d, jusqu'à l'écran. Voilà. Et l'écran, bon, bah, il est couvert de détecteurs capables de voir quand est-ce qu'il y a un atome d'hélium qui arrive ou pas. Et donc, on obtient ce graphe qui est ici donné dans l'énoncé, où en abscisse, vous avez la position du détecteur sur l'écran. Donc, vous voyez que c'est gradué en micromètres. Donc, si vous voulez, cette valeur-là des abscisses, ce serait comme si je traçais un axe ici. D'accord? C'est comme si je traçais un axe ici. En donnant, par exemple, une valeur d'origine, peu importe, arbitrairement, je vais dire là. Voilà, on va dire là. Et donc, ça serait un axe que je peux appeler X, par exemple. Et ça, c'est X. Voilà. Et donc, en ordonnée, les détecteurs, donc l'électronique qu'il y a derrière chaque détecteur, va nous permettre de savoir
combien d'atomes ont été détectés. Donc, par exemple, on laisse tourner l'expérience pendant un certain nombre de secondes. En fait, ici, ce n'est même pas des secondes, c'est des minutes. Donc, on laisse l'expérience tourner 10 minutes. Et au bout de 10 minutes, eh bien, on va récupérer toutes les données de chaque détecteur pour savoir combien ils ont récupéré. Donc, ça va être mis dans un graphe. Donc, vous avez compris comment a été construite cette figure? Quelle est la figure obtenue? Qu'est-ce qu'on attendait comme réponse ici? Interférence. D'accord. Donc, on a une figure d'interférence, puisqu'on a des franges. OK. Question 2. Sachant que la vitesse du jet d'hélium est de 940 mètres par seconde et que la masse d'un atome d'hélium est égale à 6,7 10 puissance moins 27 kg, calculez la longueur d'onde de De Broglie lambda de l'onde. Bon. Alors, encore une occasion d'appliquer cette formule. On fait Mais monsieur, cette formule, c'est pour savoir les dimensions de référence, quoi. la formule lambda égale H sur P, c'est pour savoir la longueur d'onde associée aux particules. Ici, ce sont des atomes d'hélium. Et après, on va décider, soit expérimentalement, soit théoriquement, si effectivement on peut considérer ces atomes d'hélium comme des ondes ou pas. D'accord? Ok. Mais ça, c'est propre. Cette formule, elle est propre à tous les atomes d'hélium. Oui, oui, oui. Ok. Et on l'utilise quand on a un doute, par exemple, sur une particule qui a une masse, est-ce qu'on peut la considérer comme une onde? Mais pas le contraire. Et pas le contraire. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je me souviens que la première fois qu'on a vu cette formule-là, je crois que c'est Léopold qui avait posé la question, mais un photon n'a pas de masse. Donc, si un photon n'a pas de masse, on ne va pas pouvoir calculer sa quantité de mouvement m fois v. Et donc, j'avais dit, oui, parce que cette formule-là, elle n'est pas faite pour calculer la longueur d'onde de la lumière. La lumière, on sait déjà que c'est une onde. Ça peut être aussi une particule quand c'est un photon, mais pour la lumière, il n'y a pas besoin, on n'utilise pas cette formule-là, puisque la lumière, effectivement, constituée de photons, n'a pas de masse. Alors, si on fait le calcul avec les bonnes valeurs, quand je dis les bonnes valeurs, c'est que H, ici, n'était pas donné, il fallait le rechercher dans le cours. Donc c'est 6,62, 10 puissance moins 34 joules, c'est bon. Combien vous avez trouvé pour lambda? Alors, 1,1 fois 10 moins 13. Moins 9, non? Pas moins 13. 10, moi j'ai. Ouais, voilà. 1,05 fois 10 moins 10, quoi. Donc 1. Alors, Enfin, j'ai ça. Moi, j'ai 10,5 nanomètres, donc ouais, c'est ça. oui, le résultat, c'est bien ça, c'est 1,1 fois 10 puissance moins 10 mètres. Effectivement, ici, on obtient donc une figure d'interférence, si je reprends la question d'avant. Pourquoi? Vous ne voyez pas des franges, etc. Ça, il faut traduire que ici, vous avez un endroit où vous avez beaucoup de particules, ici, un endroit où vous avez moins de particules, ici, un endroit où vous en avez beaucoup, etc. Donc, ça va se traduire effectivement sur l'écran par quelque chose qui va ressembler effectivement à des zones où beaucoup de particules, beaucoup moins, beaucoup de particules, beaucoup moins, etc. Voilà. Si vous voulez, ça ne va pas être aussi net, aussi contrasté que quand vous faites des interférences avec un laser, où là, vous avez carrément des franges noires ou des franges lumineuses. Ici, l'équivalent de franges noires, ce serait des endroits où on n'aurait pas du tout de particules. Ce n'est pas le cas, d'accord? Ce n'est pas le cas, on voit que ça tombe jamais à zéro. Mais on a bien quand même une alternance. Et on peut quand même, du coup, c'est pour ça que je parle de ça, on peut quand même parler d'interfrange et même la mesurer. Donc, comparer la valeur de l'interfrange obtenue expérimentalement à la valeur théorique. Alors, expérimentalement, je suppose qu'il faut utiliser cette figure. Comment vous avez fait? On utilise le graphique déjà pour expérimentalement et la formule pour le théorique. Déjà, oui, voilà, bonne réflexion. Ça, c'est la formule théorique et ça, c'est l'expérience. Alors, on va commencer par l'expérience. Là, vous faites un produit en croix. Par exemple, il n'y a pas beaucoup de franges.
vous avez 1, 2, 3, vous avez 3 franges. Donc ça veut dire qu'il y a combien d'interfranges? Et même on voit que c'est pas super régulier, donc on voit que comme c'est pas régulier, on va faire une moyenne. Et cette distance-là, on va dire que ça correspond à combien de fois l'interfrange? Ah, c'est moi, j'ai recalculé. C'est plus cohérent quand même. 2. 2 interfranges. Et oui, là il y a 2 interfranges. Alors, vous allez faire une sorte de règle de 3, vous allez dire, moi j'ai utilisé mon livre pour faire ça. Enfin, je veux dire le livre en papier, vous aussi, vous avez le livre papier, version papier, vous mesurez avec votre règle, hein, c'est aussi simple que ça. Et vous dites, bah là j'ai 2 fois I, moi sur le papier j'avais 1,5 cm. Or, ici on a une échelle qu'il faut utiliser. Ici vous avez une échelle. Donc vous dites or, 10 micromètres, ça fait, bah, vous mesurez, moi j'ai mesuré 0,8 cm. Vous faites un produit en croix. Vous allez me dire si vous trouvez la même chose. Moi, je trouve que I vaut 9,4 micromètres. Oui, ouais, 10 micromètres, quoi, ouais. Oui, 10 micromètres, si vous voulez. Alors, comment j'arrive à une valeur peut-être plus précise? Déjà, en ne prenant pas une interfrange, mais 2, et en travaillant avec 2 chiffres significatifs. Après, si vous prenez la formule, cette fois-ci, eh ben, théorique, je vais la mettre en dessous. Si vous prenez la formule théorique, I est égal à lambda D divisé par S1, S2. Alors, S1, S2, eh bien, c'était cette distance-là, c'est-à-dire l'écartement entre les deux fentes. D'accord? Donc, vous utilisez cette formule-là. 8,8 micromètres. Très bien. On tombe sur 8,8 micromètres. En faisant attention donc, à prendre lambda en mètres. Alors, combien valait lambda ici? Eh bien, lambda, c'est la valeur qu'on avait trouvée tout à l'heure pour la longueur d'onde de De Broglie. Donc, on avait trouvé 1,1 fois 10 moins 10 mètres. D, eh bien, c'est 64 cm. Donc, attention de le convertir en mètres. Et S1, S2, c'est 8 micromètres. Donc, attention de le convertir aussi en mètres, c'est-à-dire 8 fois 10 moins 6. Donc, voilà le résultat. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de ces deux résultats quand on les compare? Ils sont proches. Ouais. Voilà. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que ce sont des valeurs qui ne sont pas exactement égales, mais qui sont relativement proches. Disons que on peut dire qu'elles sont égales, mais à un chiffre significatif. À un chiffre significatif, vous pouvez dire que ces valeurs sont égales, parce que là, on aurait 9 micromètres. Et là, si vous arrondissez à un chiffre significatif, vous avez aussi 9 micromètres. D'accord? Donc, elles sont égales. Elles sont égales à, 9, à un chiffre pardon, significatif près. OK? Donc, on a quelque chose qui semble cohérent pour l'instant. Alors, avant de passer à la question d'après, tout à l'heure, vous me disiez, mais comment on fait pour savoir si finalement on peut ou pas utiliser cette formule de De Broglie? C'est pas toujours facile de savoir avec quelle valeur on va comparer. Si on parle d'une expérience avec les fonds de Biot, eh bien, il y a quelque chose qui peut être intéressant de faire. Bon, alors il faut que vous soyez guidé pour le faire, hein. Ce n'est pas à vous de prendre l'initiative. Mais avec cette formule-là d'interfrange, vous amusez à calculer, enfin vous amusez, vous avez la curiosité de calculer combien serait la valeur de l'interfrange avec la valeur de lambda que vous avez trouvée pour la formule de De Broglie, et vous allez tomber sur une certaine valeur de l'interfrange. Si vous tombez sur une valeur de l'interfrange qui est quelque chose qui n'est pas mesurable, qu'aucun moyen de mesure peut être mis en œuvre pour détecter cette valeur, eh bien vous pouvez abandonner l'histoire de côté ondulatoire. Je m'explique. Ici, l'interfrange, vous trouvez quelque chose qui vaut 8 micromètres, 9 micromètres. C'est quelque chose qui est mesurable par des détecteurs. D'accord? Si en revanche, on avait trouvé une interfrange qui valait, je ne sais pas, dans les 10-15, dans les 10-20 mètres, c'est quelque chose qui n'est pas détectable par un détecteur. D'accord? Donc voilà un autre moyen aussi de regarder si on doit ou pas prendre en compte la particule comme étant une onde. Alors,
Ensuite, on avait la question 3 qui était intéressante. Donc, question 3A. Déterminer la durée pendant laquelle un atome d'hélium est dans l'interféromètre. C'est-à-dire entre le moment où vous avez un atome d'hélium qui est émis ici et qui va arriver quelque part sur l'écran. C'est cette durée-là qu'on vous demandait d'évaluer. Alors, est-ce que vous avez réussi à le faire? On peut supposer que même s'il y a une petite déviation de trajectoire, on peut globalement quand même utiliser ici, avec effectivement une formule de la mécanique très simple, l'expression de la vitesse. V est égal à, bon, en gros, on va dire distance parcourue sur le temps. Quelle est la distance parcourue par l'atome de néon? Bah, c'est 2D. C'est globalement 2D. C'est exactement D dans la première partie et environ D dans la deuxième. Pourquoi je dis environ? Parce que celui qui a été détecté ici, par exemple, si vous avez un atome de néon qui a été détecté ici, en gros, il a fait ce trajet-là. Ouais. Ou bien par la fente du bas, ce trajet-là. Et ça, c'est un trajet qui est un peu plus grand que D. Donc, on va dire que si on veut estimer le temps qu'une particule, c'est-à-dire ici un atome de néon, reste dans le dispositif, on va dire que ça va être ça, le temps qu'on cherche, on va l'appeler delta t, et on va passer par la vitesse, en disant que grosso modo, la distance parcourue, ça va être 2D. C'est pas exact, mais c'est pour avoir un ordre de grandeur. D'accord? Donc ça fait delta t est égal à 2D sur V, et on a tout pour calculer ça. Delta t va donc être égal à 2D sur V, et donc si vous faites l'application numérique, eh bien moi je trouve 1,4 10-3, avec des secondes comme unité, donc 1,4 millisecondes. Voilà le temps que va mettre une particule qui est donc ici un atome de néon pour faire le trajet entier à l'intérieur. Question 3B. À l'aide de la figure, estimer, ça c'était pas facile comme question. Ça c'était pas une question facile. À l'aide de la figure, on va essayer d'estimer le temps qui sépare l'émission de deux atomes. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, voilà, c'est ça l'histoire des 10 minutes. Alors, est-ce que tu as une idée un peu plus précise de comment tu voudrais Bah, estimer moi, ça? comme on sait que l'expérience a duré 10 minutes, il suffit juste de savoir combien d'atomes ont été projetés pour savoir l'intervalle de temps qu'il y a entre la projection de deux atomes. Ouais. Mais Et sauf qu'on ne sait pas le nombre d'atomes qu'il y a. Et oui, voilà. Alors, on va raisonner sur un détecteur. On se place en un point particulier du détecteur, d'accord? Peu importe lequel. Est-ce qu'on sait, en un point donné du détecteur, quelle est la valeur d'atomes détectés? Oui. Oui. Combien je vais prendre? Je Une sais pas. valeur qui est sur Il la a ligne, là. 75, non? Il a un 75. Il y en a qui descendent en dessous 50, il y en a qui montent au-delà de 75, parce que là, on peut supposer que c'est 75. Mais il y en a un qui est pile à 75. Il y en a un qui est pile à 75. Et si je veux faire un calcul moyen, j'aurais tendance à prendre une valeur moyenne. Donc, admettons quelque part par là. Vous comprenez ce que je veux dire? Je vais prendre une valeur moyenne. C'est-à-dire qu'en moyenne, en un point de l'écran, vous avez un certain nombre de particules qui arrivent, si je fais une moyenne. Donc, si je Oui, fais mais il y a une une... infinité de points sur l'écran. Ça nous permet pas de savoir le nombre total d'atomes projetés, non? Non, on ne cherche pas ici, en fait. Le raisonnement, on ne va pas le faire sur l'ensemble de l'écran. Le raisonnement, on va le faire en un point particulier d'écran, c'est-à-dire pour un détecteur. On va s'intéresser à ce qui se passe pour un détecteur donné de l'écran. D'accord? D'accord. Alors, donc, comment prendre cette expérience-là autrement, si vous voulez? On pourrait dire, l'expérience a été faite, c'est-à-dire cette courbe a été faite, non pas en une seule fois, mais en déplaçant le détecteur. D'accord? Regardez, c'est la phrase que j'ai soulignée en rouge ici. La mesure a été effectuée à plusieurs positions du détecteur. Donc, il faut comprendre cette phrase de la façon suivante. Vous prenez un détecteur, vous le mettez dans une position, vous laissez tourner l'expérience 10 minutes, et vous comptez combien il a reçu. Puis, vous déplacez le détecteur, vous refaites tourner l'expérience 10 minutes,
et vous comptez combien il a eu. Et c'est comme ça que la courbe a été faite, en fait. D'accord? En réalité, au lieu de prendre un détecteur que l'on va promener sur un écran, en réalité, on va prendre toute une série de détecteurs. Mais là, pour l'exercice, c'est comme ça qu'il fallait le prendre en compte. La mesure a été effectuée à plusieurs positions du détecteur. Or, la mesure faisait 10 minutes. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire qu'en moyenne, sur chaque mesure, on va recevoir quelque chose du genre, bon là si au milieu c'est 75, ici on peut supposer que c'est 60. Donc en moyenne, à chaque fois, le détecteur va recevoir 60 atomes d'hélium. D'accord? Or, une mesure dure 10 minutes. Donc vous faites un produit en croix. Si vous dites une mesure dure 10 minutes, une mesure, je fais un produit en croix. Une mesure dure, ça c'est la durée totale de la mesure, 10 minutes. D'accord? Or, vous allez avoir 60 atomes d'hélium reçus par mesure. Vous allez recevoir 60 atomes d'hélium. Donc, vous faites un produit en croix, vous faites les 10 minutes, vous multipliez par 60 pour avoir des secondes. Et donc, on va dire que finalement, la durée qui sépare, eh bien, chaque émission d'atomes, ça va être 10 fois 60. Ça, c'est 10 minutes fois, ben, il y a 60 secondes dans une minute, et divisé par les 60 atomes qui sont là. On trouve 10 secondes. Alors, je vais répéter, vous n'avez peut-être pas compris comment j'avais fait là. En gros, vous avez une expérience qui dure 10 minutes. Pendant ces 10 minutes, vous avez 60 atomes qui arrivent. Bah, si vous faites le compte, ça veut dire que vous avez eu un atome toutes les 10 secondes. C'est bon? Oui, mais oui, mais peut-être qu'il n'y a que 60 atomes détectés par le détecteur, mais peut-être qu'il y en a d'autres qui frappent à côté, non? Oui, alors il y en a peut-être qui frappent à côté, effectivement. Oui, donc là, c'est juste pour avoir un ordre de grandeur, effectivement. Donc effectivement, on pourrait dire que... Donc ça, c'est au minimum, quoi, 10 secondes. Oui, c'est ça. Là, on n'a pas tous les atomes obligatoirement qui arrivent à cet endroit-là. Ça nous permet d'avoir juste un ordre de grandeur. Mais si on compare les deux ordres de grandeur maintenant, en fait, si on compare les deux ordres de grandeur, on sait qu'un atome, il va rester 1,4 millisecondes dans le dispositif. D'accord? On sait qu'il y a 10 secondes qui séparent deux atomes arrivant à un même point du détecteur. Donc on voit bien que la durée qui sépare deux réceptions, elle est énormément, même si on l'a calculée de façon approximative, elle est énormément plus élevée que la durée qu'il a fallu pour qu'une particule passe dans le détecteur. Ouais. C'est ça. Et ça sert à quoi d'évaluer ça? C'est pour pouvoir répondre à la dernière question. On peut effectivement supposer, malgré toutes ces approximations, que les atomes sont passés un par un et pas par paquet dans le détecteur. D'accord? Voilà.